Non, c'est trop. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Et à tous et un tout honneur, le premier invité de cette émission, c'est le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir Monsieur. Et 6 mois après votre entrée en fonction, nous allons 1h30 durant passer en revue les grands axes de votre action à travers les questions de citoyens que nous avons recueillis sur le terrain, mais aussi à travers les questions des journalistes sur ce plateau. Avec moi, Ousseini Ilboudo, directeur des rédactions du quotidien L'Observateur Palga, mais aussi Abdoulaye Tao, rédacteur en chef du journal L'Économiste du Faso. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, 1h30, c'est vite passé. Nous allons donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première rubrique. Tout d'abord donc sur ce thème de la gouvernance générale, cette question d'un citoyen que nous avons recueilli sur le terrain, suivons ensemble. Quelles sont les stratégies adoptées par le gouvernement pour lutter efficacement contre l'incivisme? Il ne suffit pas de mettre des policiers au niveau des feux pour lutter contre l'incivisme. Je me dis que les policiers ont encore mieux à faire que de s'arrêter au feu. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les policiers ont mieux à faire que de rester au feu. Sur cette question de l'incivisme, quelle est donc, en tout cas c'est la question du citoyen, qu'est-ce qui est fait contre ce phénomène de l'incivisme? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord, à cette veille de fête du Ramadan, de présenter toutes mes félicitations à tous les musulmans du Burkina Faso et du monde entier, et tous ceux qui ont observé les jeûnes, et de les souhaiter donc vraiment une bonne fête, et que cette fête également soit la fête donc de tous les Burkinabés qui communient dans la paix, qui communient dans l'unité, en vue donc de construire donc un Burkina Faso meilleur. Donc bonne fête à tous mes frères, à toutes mes sœurs qui ont observé des jeunes et qui sont musulmans. Bon, pour revenir donc à la préoccupation qui a été posée par votre téléspectateur, alors je le comprends, hein, c'est un thème qui est effectivement qui fait l'actualité en ce moment, la question de l'incivisme. Mais alors, sa réaction c'est de dire les policiers n'ont rien à faire devant des feux. Bon, moi je dirais que la question de l'incivisme, ça nous interpelle tous. Le gouvernement, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, etc., mais également les pères de famille, les enseignants, et oui, tous les citoyens. Pourquoi? Parce que chacun de nous, là où nous sommes, nous pouvons contribuer à faire en sorte que ceux qui nous entourent, c'est-à-dire nos enfants, et notamment nos jeunes qui sont autour de nous, aient un comportement qui soit cohérent avec les principes donc, de vivre ensemble, de vivre en commun. Parce que c'est ça une société. Nous sommes différents, mais il faut savoir respecter un minimum de règles pour qu'on puisse vivre ensemble, pour que la société ne devienne pas la jungle. Donc c'est pourquoi je pense que il a raison, mais c'est une œuvre de longue haleine, une œuvre commune à laquelle nous devons tous nous atteler. Et chacun a sa part certainement justement dans la résolution de l'incivisme, Excellence. Mais vous, en tant que chef du gouvernement, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain quand on voit des élèves qui s'en prennent à leurs professeurs à Nagré, quand on voit des conseillers municipaux à peine élus du parti majoritaire qui se transforment en fauteurs de troubles eux-mêmes, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Je n'ai pas connaissance de l'information que vous venez d'évoquer, à savoir que les élus qui se transforment en fauteurs de trouble, non. Ben, on l'a vu récemment, les images quand même. La violence post-électorale à l'issue des municipales. Bon, ça, ce sont des incidents locaux qui sont liés à des problématiques locales. Donc je pense qu'on ne peut pas extrapoler ça pour en tirer des enseignements au niveau national. Maintenant, au niveau du gouvernement, ce que nous faisons, c'est que l'action du gouvernement porte sur plusieurs points, comme je l'ai dit. Tous ceux que l'on prendra en train de commettre donc des actes d'incivisme, en tout cas, ils seront mis à la disposition de la justice, afin que la justice donc, puisse faire son travail. Maintenant, ça c'est l'action répressive. Mais de notre côté, il faut de la prévention. Il me semble que c'est une dimension importante du problème. Et la prévention, c'est dans les familles. Ce que nous disons à nos enfants, ce que nous leur apportons comme message tous les jours. Et l'exemple que nous leur donnons à travers notre comportement dans la rue, le respect du code de la route, et le respect vis-à-vis même de la fiscalité, le paiement de l'impôt, etc. Et c'est ce que également les enseignants enseignent aux enfants à l'école. J'ai demandé notamment au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de prendre toutes les dispositions pour que l'enseignement de l'instruction civique que nous avons connu quand nous étions beaucoup plus jeunes soit étendu au poste scolaire et même au lycée. Parce que c'est une pratique qui tendait à être oubliée. L'enseignement de l'éducation civique s'arrêtait uniquement au primaire. Maintenant, je vais demander au ministre de prendre les mesures pour que tout ça se poursuive au niveau donc, du postscolaire et même au niveau donc, du secondaire. Ça fait partie c'est une œuvre de longue haleine et c'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Ce n'est pas uniquement le gouvernement qui est interpellé, c'est nous tous. Donc, ce n'est pas uniquement l'œuvre des policiers, il faut répondre donc à mon jeune téléspectateur, mais ça interpelle tout le Burkinabé. Monsieur le Premier ministre, on est d'accord avec vous. Les policiers dans la rue, on a vu les faits, la répression, les gens commencent à respecter les feux. Est-ce qu'on ne va pas étendre la répression justement au-delà des feux tricolores pour entrer dans nos administrations où on voit effectivement que la discipline n'est pas respectée? Il y a l'incivisme fiscal, il n'y a pas de répression. Et d'année en année, on sent le malaise s'agrandir. Ici, sur la voie publique, on a vu l'effet des policiers. Est-ce qu'on ne va pas jumeler l'éducation, la sensibilisation à une forme de répression qui produit directement des effets? Oui, comme je l'ai dit, la lutte contre l'incivisme, c'est une œuvre multidimensionnelle. Parce que, vous l'avez dit, il y a l'aspect répressif dans la rue à travers la présence des policiers. Il y a également, parce qu'il faut que les gens respectent le code de la route. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne respecte pas le code de la route qu'il doit mettre la vie d'autrui en danger. Et donc c'est pourquoi les policiers sont dans la rue pour respecter le code de la route. Mais au-delà de la route, il y a également dans nos lieux de travail, il y a également dans les écoles l'acceptation du vivre en commun, il y a l'acceptation du vivre ensemble. Il faut que les gens apprennent à se tolérer, que les gens apprennent à tolérer les différences, qu'ils s'acceptent et qu'ils acceptent également que dans une société, dans une république, il y a des règles. Il faut payer ses impôts. Celui qui ne paye pas ses impôts, il s'est bien amant de la société. Voilà, ce sont ces centaines de règles-là que nous essayons de faire. Et je ne vous le cache pas, mon gouvernement a mis en place une politique de tolérance zéro vis-à-vis des questions de corruption, vis-à-vis des questions donc, de fraude liées au règlement donc, des impôts, etc., etc. Tout ça, c'est pour amener les gens vers le droit chemin. Parce que quelque part, la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la peur des gendarmes aussi. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous montrez aujourd'hui une certaine fermeté face donc à cette question de l'incivisme, mais à une certaine époque, on a senti comme une absence du gouvernement, notamment quand les élèves, par exemple, en tout cas molesté leurs enseignants, ils ont même brûlé le drapeau du Burkina, ils ont cassé le mât. Alors, le gouvernement a mis des jours avant de réagir après ces événements-là, ce qui a laissé comme, en tout cas, un manque de fermeté quand ces événements se sont produits. Je ne pense pas que c'est un manque de fermeté. Le gouvernement est ferme sur ses principes. La ligne du gouvernement ne change pas. La fermeté vis-à-vis du respect de la loi, vis-à-vis de l'autorité de l'État, vis-à-vis des symboles de l'État, la fermeté.
et force doit rester à la loi, à la justice et aux forces de l'ordre. Maintenant, nous ne sommes pas un régime répressif. La limite à tout ça, c'est de faire en sorte qu'au niveau du Burkina Faso, il règne quand même les libertés fondamentales. Que les libertés fondamentales, les droits de l'homme soient respectés. C'est l'une des conquêtes de notre jeunesse. Lorsque notre jeunesse s'est insurgée pour mettre fin au régime que vous connaissiez, et que notre jeunesse s'est battue pour lutter également contre le coup d'État arbitraire qui avait été perpétré en septembre 2015. Alors, donc, la ligne de mon gouvernement, c'est de dire il faut trouver un équilibre entre tout cela. Tous ceux qui vont commettre des actes qui sont contraires à la loi, à l'état de droit, seront arrêtés, mis à la disposition de la justice et réprimés avec la dernière rigueur de la loi. Mais en dehors de ça, les citoyens ordinaires ne doivent pas être inquiétés. Et il faut faire en sorte que chaque fois que nous n'avons pas de preuves, chaque fois que nous n'avons pas de rapports de justice, etc., qui montrent qu'il y a effectivement des preuves irréfutables, il faut éviter de tomber dans l'excès, de dire voilà, on a appris ceci, on a appris cela. Alors, la politique de mon gouvernement, c'est vraiment la mesure. Nous ne sommes plus le temps où la force, la répression s'exercer sur les citoyens de manière aveugle est révolue. Revenons quand même aux violences post-électorales, Monsieur le Premier ministre, même si pour vous ce sont des phénomènes localisés, qui n'empêche que l'impact au plan national est quand même assez important. Alors, votre ministre de l'administration territoriale avait indiqué clairement que la justice allait passer. Alors, quand il y a eu mort d'homme, quand il y a eu des actes de vandalisme, au jour d'aujourd'hui, est-ce que la machine judiciaire a été mise en branle pour que, en tout cas, les réparations puissent être faites? Évidemment. Évidemment. Partout où il y a eu des infractions vis-à-vis de la loi, partout où il y a eu des violences, les enquêtes ont été ouvertes. Mais vous savez, la justice, non seulement elle est indépendante, mais elle travaille également à un rythme qui est la sienne. Et les citoyens, de manière générale, nous sommes souvent très impatients. On a envie souvent, quand malheureusement nous sommes concernés par certains événements malheureux, nous sommes tentés de nous faire justice nous-mêmes parce qu'on trouve que la justice, non seulement elle ne suit pas de manière assez dure, ou des fois on peut estimer également qu'elle est trop lente. C'est un peu ça. Donc je voudrais vous inviter, et également tous mes compatriotes, vraiment à faire preuve de retenue et à faire confiance à la justice, à la loi et à l'État. L'État est là pour garantir le vivre ensemble, pour garantir le commun que nous partageons, à savoir la citoyenneté, le respect de l'autre, le respect de la chose publique. Et c'est cela. Mais nous devons veiller à éviter de tomber dans un régime répressif qui poursuit ses citoyens et qui les embastille sans preuve. Et voilà, c'est ce que nous voulons éviter. Alors donc, c'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais je pense que le gouvernement est déterminé à aller dans cette voie-là, dans la voie de l'état de droit, mais dans la voie également de la fermeté vis-à-vis de tous ceux qui se remettront en marge de la loi et de la société. Voilà un peu la ligne du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, nous allons poursuivre dans cette émission et nous allons suivre encore une question recueillie sur le terrain, une question donc d'un citoyen recueilli par nos équipes sur nos terrains suivants plus tôt. Pendant l'insurrection, il y a eu des tueries. Au niveau du coup d'État, il y a eu des tueries. Mais jusqu'à présent, le gouvernement ne dit rien. Est-ce que c'est-à-dire que ces gens-là, on les a oubliés? Voilà, des tueries donc, en tout cas à l'occasion du coup d'État, à l'occasion de l'insurrection, la question des citoyens, jusqu'à présent on a l'impression que rien n'est fait. Non, c'est ce que je vous ai dit. La justice a son temps, la justice a ses procédures. La justice a été saisie par tous ces dossiers qui concernent notamment, malheureusement, nos martyrs qui sont tombés sur les champs de bataille. Et c'est grâce au sang qu'ils ont versé que moi je suis assis ici en tant que Premier ministre. Si ces jeunes n'étaient pas sortis, résistés au péril de leur vie contre l'arbitraire, contre le coup d'État, moi je ne serais pas assis ici, et beaucoup d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très très sensible à cette question. Mais en même temps, je suis viscéralement attaché à l'état de droit, à la démocratie et à la justice. Je ne peux pas
demander, d'abord je ne pourrais même pas le faire, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice, je fais confiance à la justice, je sais qu'elle a ses procédures, elle a son temps, qui n'est forcément pas le temps du commun de Burkinabé. Donc je demande aux gens d'être patients. Et tous les martyrs qui sont tombés, les procédures sont entre les mains des procureurs, sont entre les mains de la justice cherche des preuves, la justice fait des enquêtes, et je peux vous assurer que c'est des questions que nous suivons, que je suis au niveau du gouvernement et que le président de Faso, son Excellence le président Roch Marc Christian Kabore lui-même suit personnellement. Donc nous le suivons, mais ce n'est pas nous qui avons donc le contrôle de la situation, puisque, comme vous le savez, en vertu donc du principe de la séparation des pouvoirs, la justice est indépendante et elle travaille selon son rythme. Faisons confiance à nos institutions et vous verrez que la justice sera rendue à temps opportun. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes conscient que cette impatience de l'opinion peut se transformer en front contre votre gouvernement vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des martyrs, des indemnisations qui sont attendues? Oui, je suis conscient, mais j'assume en tant qu'homme d'État. En tant qu'homme d'État, je ne dois pas gouverner en fonction donc de la rumeur, en fonction donc des impatiences de mes compatriotes. Ce à quoi je dois m'accrocher, ce sont les principes. Ce sont les principes. L'homme d'État doit s'accrocher aux principes, pas aux désiderata des uns et des autres et au mouvement de foule. Et les principes veulent que nous nous accrochions à l'état de droit, à la préservation de la liberté, de la présomption d'innocence et de la machine et du fonctionnement de la justice. C'est ça qui peut faire, c'est ça qui peut faire en sorte que nous vivions ensemble et qui puisse nous unir. Mais si chacun devait se rendre justice soi-même, alors vous imaginez ce que ça donnerait, ce serait la jungle. Alors, vraiment, je demande à mes compatriotes, je demande à mes concitoyens d'être patients et de faire confiance à l'institution judiciaire pour rendre justice chaque fois que les droits ont été bafoués. Et parce que c'est la seule façon de garantir la paix civile, de garantir donc la liberté qui nous est si chère, que nous avons acquise au prix du sang. Si on s'écarte de ce principe-là, la voie peut être ouverte à des règlements des comptes, à la violence, et voilà, et mettre en péril la paix sociale, la paix civile. Alors, respecter donc les procédures de la justice, respecter l'état de droit, ce n'est pas faire peu de faiblesse. Au contraire, c'est prendre en compte la nécessité de préserver l'un des acquis fondamentaux du combat de notre peuple au cours de ces dernières années, à savoir la liberté et la liberté. Oui, Monsieur le Premier ministre, mais sur cette question des martyrs, récemment on a vu donc les familles des martyrs, mais également les blessés qui en tout cas se plaignaient jusqu'à présent, qui n'ont rien vu venir donc concernant les prises en charge et tout ce qui avait été promis plutôt pour les permettre de repartir d'un bon pied. On sait qu'au niveau de la CEDEAO aussi, il y a des fonds qui étaient promis pour accompagner en tout cas l'indemnisation de toutes ces personnes. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? Parce que jusqu'à présent, les familles disent qu'elles ne voient rien venir. Oui, les procédures sont en cours. Déjà que la justice est saisie de ces dossiers, laissons la justice travailler dans la sérénité. Ne mettons pas la pression sur la justice. Une fois que la justice sera rendue, tout ça va se régler. Mais pour l'instant, à partir du moment où la justice ne s'est pas encore prononcée, comment est-ce qu'on peut préjuger du bien fondé de telle ou telle allégation, de telle ou telle plainte? On ne sait pas. Il faut que déjà la justice fasse son travail. Vous doutez donc de la réalité de certaines situations? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que un État normal, un État de droit agit sur la base de faits. Un État normal agit sur la base de décisions de justice. Attendons que les décisions de justice soient rendues. C'est la base de ces documents qui sont irréfutables. À ce moment-là, nous agirons. Cela étant, il y a des structures actuellement qui tentent de réconcilier les Burkinabés avec leur histoire, qui tentent de soulager donc tous ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur vie, par rapport à ces situations. Vous les connaissez. Il y a le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le Ashkourn, qui est là, qui recense les plaintes et qui essaie donc de trouver des solutions. Oui, mais en attendant, je pense que pour que l'action de l'État puisse s'exprimer dans toute sa plénitude,
il faut qu'on attende que la justice fasse son travail. Voilà, il me semble que ça c'est important. Mais Monsieur le Premier ministre, vous comprenez l'impatience parce qu'il y a des gens qui ont été blessés durant ces événements aujourd'hui, qui ne peuvent plus travailler, qui sont devenus en tout cas des handicapés et aujourd'hui qui attendent ce soutien-là pour pouvoir reprendre goût à la vie. Je vous comprends. Vous savez, moi qui longtemps été à l'étranger, j'ai vu des choses pires. Regardez en France par exemple, lorsqu'il y a des attentats, et les gens qui se promènent dans la rue, ils ne sont pas comme ça, qui sont fauchés par des balles. Les procédures sont très très longues. Le temps que la justice rende ses conclusions et que les indemnisations suivent par-ci par-là, il faut beaucoup de temps. Mais individuellement, et chacun le ressent douloureusement, surtout les proches et les familles qui ont été touchées. Moi aussi, en tant que Premier ministre, je ressens ça douloureusement. Lorsque je vois des familles, donc des personnes qui ont été fauchées, qui ont été blessées, etc., j'ai mal. Mais en tant qu'homme d'État, je ne dois pas gouverner avec des émotions. Je dois m'accrocher aux principes. C'est ça la question. Oui, au-delà du volet judiciaire, est-ce que l'État, dans sa plénitude, ne pouvait pas gérer une partie du dossier, une partie du préjudice subi par certains bâtis? Oui, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'avant d'agir, l'État doit s'accrocher à des principes. C'est quels principes nous allons agir pour dire il faut dédommager telle personne à hauteur de temps, une autre par rapport à hauteur de temps. Non, par rapport oui, je ne dis pas. C'est-à-dire que je dis il faut voir, il faut serrer les niveaux d'intervention. Il y a, comme je dis, les Ashkoun par exemple, qui travaillent bien, qui font un bon travail, qui recensent toutes les plaintes qui sont liées à ces questions-là. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y aura certainement des actions qui seront entreprises. Mais il faut quand même laisser la justice faire son travail, que nous voyons les conclusions. À ce moment, la solidarité de la nation pourrait s'exprimer donc dans toute sa plénitude. Nous ne sommes pas insensibles, nous aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un, j'ai un cœur comme tout le monde. Mais quand on gouverne, on gouverne. On ne gouverne pas avec des sentiments. On ne gouverne pas avec les émotions. On gouverne en fonction du droit et de la loi. C'est ça la question. Monsieur le Premier ministre, même sur la question de la justice, ces familles-là s'impatientent parce que, par exemple, le coup d'État, on peut parler d'un flagrant délit selon moi. Parce que, bon, le coup d'État, personne ne peut nier le coup d'État, personne ne peut nier, donc, en tout cas, toutes les victimes donc, qui ont été occasionnées par cela. Et jusqu'à présent, bon, les familles attendent toujours cette justice qui tarde à se prononcer. Et en plus de cela, il y a des libérations, des libertés provisoires qui sont accordées et qui en rajoutent donc vraiment au ressentiment, Monsieur le Premier ministre. Attention. Vous savez très bien que même si vous prenez quelqu'un en flagrant délit de commettre un crime ou un vol, ce n'est pas pour autant qu'on doit se faire justice soi-même. C'est la justice qui va appréhender l'individu, qui va faire des enquêtes et qui va condamner la personne. C'est après donc la condamnation de la justice que la justice va dire ce qu'on doit faire. Hein? Donc, attendons que la justice fasse son travail. Ce n'est pas à nous de préjuger des conclusions de la justice, même si c'est un flagrant délit. C'est ça la question. Donc, ce que vous me dites, moi je vous comprends très bien sur le plan humain. Mais en tant qu'homme d'État, en tant que chef de gouvernement, je ne peux pas, et comme j'ai dit, me laisser aller à des émotions dans les décisions que je prends chaque jour avec les ministres, en compagnie donc du président du Faso. Nous ne pouvons pas le faire. Hein, parce que ce serait bafouer les principes même de la démocratie. Hein, et nous sommes là pour défendre la démocratie, la liberté et l'état de droit. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'émotions, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de sentiments. On les a comme tout le monde. Mais attendons que la justice fasse son travail. C'est la même chose. Vous savez, vous voyez des gens tous les jours, en regardant dans les télévisions aussi les médias étrangers. Et malheureusement, il arrive des choses comme ça à l'étranger. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont se faire justice eux-mêmes, à dire c'est un flagrant délit, il faut faire ci. Non. La justice a ses procédures, elle a ses règles. Attendons qu'elle fasse son travail dans la sérénité. Et en fonction donc des résultats de la justice, nous aviserons. La solidarité de la nation pourrait s'exprimer. Mais en attendant, il y a des structures qui sont là, qui essayent donc de soulager les douleurs des familles, qui essaient de soulager les douleurs des parents, de ceux qui ont été malheureusement fauchés, de ceux qui ont été blessés, etc. Mais alors, ne mélangeons pas les rôles. Ok.
Alors, Monsieur le Premier ministre, peut-être pour progresser, il y a également une troisième question, toujours dans cette rubrique de la gouvernance, du thème général de la gouvernance. Alors, une question d'un citoyen que nous vous proposons d'écouter. Volontiers. Il me semble que la sécurité dans la région de l'Est n'est pas une préoccupation pour le gouvernement burkinabé. Et la population avait pensé trouver sa solution à elle, mais malheureusement, on sent un sabotage. C'est comme si l'État burkinabé, le gouvernement, soutenait en quelque sorte les voleurs. Voilà, et je pense que ce serait bien qu'on écoute le Premier ministre par rapport à ça. Et comment est-ce qu'il compte réellement sécuriser les biens et la population dans l'Est? Voilà, Monsieur le Premier ministre, en filigrane, il y a la question des corps donc qui est posée par ce citoyen de la région de l'Est. Les corps qui étaient donc, comme le citoyen l'a dit, une solution spontanée, donc trouvée par les populations pour faire face, en tout cas, à l'insécurité ambiante dans la région. Et aujourd'hui, l'impression qu'ils ont, c'est que le gouvernement est en train de saper un peu, en tout cas, cette initiative locale, Monsieur le Premier ministre. Non, moi je comprends très bien la réaction donc des compatriotes qui est, je crois qu'il est de la région de l'Est, hein, ce qu'il dit. D'abord, resituons les choses. Vous savez que la région de l'Est déjà, c'est une région ça fait à peu près 1/5 du territoire du pays. C'est une région qui est très vaste et qui est un peu sous-peuplée. Les distances entre les villages sont très longues. Alors, vous savez, assurer la sécurité absolue dans un espace comme ça, ce n'est pas chose facile, surtout que nous avons dans cette zone plusieurs pays voisins. Nous partageons les frontières avec le Niger, avec le Bénin et même avec le Togo. Alors, les échanges de population qu'il y a, ce n'est pas chose facile. La situation dans l'Est n'est pas une... voilà. Assurer l'ordre dans un espace de ce type requiert quand même des moyens appropriés. Alors, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire, depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités, nous essayons donc d'équiper les forces de défense et de sécurité pour faire face à ce type de situation dans l'Est. Parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Elles n'avaient ni les moyens en hommes, ni les moyens en matériel, ni les entraînements appropriés pour exercer leur métier. La politique de mon gouvernement, c'est déjà de remédier à cela et rééquiper les hommes en matériel, les réorganiser de manière à pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes sur tout l'ensemble du territoire, pas seulement au niveau de l'Est, mais également que vous allez du nord au sud, de l'Est à l'ouest du Burkina Faso, que tous les Burkinabés puissent aller et venir en sécurité. Ça, c'est la préoccupation de mon gouvernement. Maintenant, vous revenez sur la question des Kolivaro. La ligne du gouvernement est très claire, cette question. La ligne du gouvernement, ça consiste à dire que, étant donné que nous avons des moyens limités, le Burkina n'a pas, au moment où je vous parle, on n'a pas les moyens de recruter une armée de, je sais pas, de 100 000 hommes ou de 200 000 hommes. Il faut placer un policier, un gendarme, je sais pas, à tous les 50 mètres voilà, pour assurer la sécurité des Burkinabés. On ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous avons dans notre tradition des survivances qui peuvent dans certains cas être utiles. Alors, les colléaux, selon mon analyse, peuvent apporter, comme d'autres personnes. Les colléaux sont utiles, vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que toutes les bonnes volontés qui aident les forces de défense et de sécurité, je dis bien, je pèse bien mes mots, qui aident, qui apportent une assistance aux forces de défense et de la sécurité, qui ont la légitimité pour exercer la force, à ce moment-là, elles sont les bienvenues. Monsieur le Premier ministre. Les bonnes volontés qui veulent apporter leur assistance et leur aide aux forces de défense et de la sécurité dans le respect de l'ordre républicain, oui, elles sont les bienvenues. En dehors de cela, tous ceux qui se mettent en marge de la loi, tous ceux qui veulent exercer eux-mêmes des forces de police en infligeant des sévices corporels à leurs prochains, en infligeant des amendes à leurs prochains, sans qu'ils aient l'autorité requise pour cela, à ce moment-là, j'ai dit non. À ce moment, ces personnes-là, chaque fois que nous avons eu des informations de ce type, ces individus sont immédiatement arrêtés et remis entre les mains de la justice pour que la justice soit rendue. C'est ça la ligne du gouvernement.
Nous ne voulons pas interdire les bonnes volontés et d'assister nos forces de défense et de sécurité, mais ce que je dis, la limite, c'est en tout cas, c'est le respect de l'ordre républicain. C'est ça. Vu l'allure que ça prend, Excellence, vous pensez qu'on peut vraiment les discipliner, les responsabiliser quand on voit qu'ils défient même à la limite, en tout cas, l'autorité de l'État. Donc, le ministre de l'administration territoriale, justement, a pris un certain nombre de mesures. Immédiatement après, à commissariat, on a vu en fait l'effet que ça produit. Donc, il y a une espèce de défiance. Est-ce que ce ne sont pas à la limite, en fait, des mesures incontrôlées, malgré les bonnes volontés dont vous parlez? Je pense que vous êtes un observateur très averti de la situation nationale. Il ne faut pas vous laisser influencer par les apparences. Ce que j'ai dit, le fond de la question de Kolwego, c'est quelque part une réponse de nos concitoyens à un problème de sécurité nationale, à un problème de sécurité intérieure. Voilà, et c'est ça. Et comme j'ai dit, ce n'est pas faire preuve de laxisme, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que d'accepter que nos frères qui veulent nous aider, qui veulent aider nos forces de défense et de sécurité, le fassent dans le respect de la loi. J'ai dit bien aider les forces de défense et de sécurité dans le respect de la loi. À ce moment, ils sont les bienvenus. Vous le feriez, que je vous soutiendrai. Vous le feriez, que je le soutiendrai. Vous également, le soutiendrez, dans la limite du respect de la loi et de l'autorité de l'État. Monsieur le Premier ministre, comment on amène ces Kolwego justement à intégrer le droit chemin quand on sait aujourd'hui que les avocats, les magistrats et même les forces auxiliaires là, sont contre leurs pratiques parce qu'ils sont à la limite de la loi, en tout cas pour la grande partie de... Moi, je n'ai pas entendu des avocats, des magistrats s'exprimer sur cette question-là. Je ne sais pas. Il y a eu des déclarations. Mais ce que je sais, c'est qu'en tant que chef de gouvernement, la ligne, je vous dis, je reviens encore sur la ligne du gouvernement. Chaque fois que j'ai entendu parler de débordement, de Kolwego ou bien de qui que ce soit quelque part, la réponse du gouvernement était constante. La réponse du gouvernement était constante. Zéro tolérance. Tous ceux qui vont au-delà de la loi, ils sont immédiatement arrêtés, systématiquement déférés devant les tribunaux et jugés, avec la dernière rigueur de la loi. Monsieur le Premier ministre, mais quand vous voyez en tout cas des longues files, en tout cas de citoyens burkinabés brandissant leurs armes de façon ostentatoire, un peu partout sur le territoire. Récemment, à Kombessiri, ils ont été rejoints par un ancien de l'armée, Boukari Kaboré dit de Lyon. Alors, est-ce que, parce que certains y voient les prémices de quelque chose qui pourrait échapper à tout contrôle, est-ce que ça vous inquiète, monsieur le Premier ministre? Je reste vigilant, je ne suis pas inquiet. Je suis très vigilant, comme les autres membres du gouvernement. Nous suivons de très très près, mais nous ne paniquons pas. Parce que nous considérons que les choses sont sous contrôle. Je peux très bien comprendre que la population, quand elle voit, se laisse impressionner par certaines images, par certains mouvements, mais il ne faut pas. Il faut faire confiance à l'État. Il faut faire confiance aux forces de défense et de la sécurité. Les choses sont sous contrôle. La situation est sous contrôle. Comme je l'ai dit, force restera toujours à la loi. Les forces de défense et de sécurité, la justice auront toujours le dernier mot dans ce pays. Maintenant, en dehors de ça, chacun peut aller et venir. Chacun peut se... Voilà, les gens peuvent se... Mais la limite à cela, c'est le respect de l'ordre public. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au-delà des Kolwego, il y a un problème autrement plus grave, si on peut dire, le problème du terrorisme. Alors les gens disent djihadisme en tout cas par excès de langage, abus de langage. Le 15 janvier, Ouadou a été frappé. Bien avant, il y a eu l'enlèvement du Roumain à la mine de Tambao, où aussi ils ont frappé, ainsi également que dans le Kénédougou. Alors quelle est la réponse concrète du gouvernement pour juguler ce phénomène? Quand on voit par exemple qu'il y a des commissariats de police qui n'ont que 3-4 personnes, des brigades de gendarmerie en fait qui sont sous-équipées, qui n'ont pas le minimum humain pour défendre en tout cas justement certaines parties du territoire. Parce que le problème, une partie du problème, je pense, est à ce niveau. Je vous remercie pour votre question. C'est une très bonne question.
ça me donne l'occasion de clarifier la position de mon gouvernement sur la question. Parce que là aussi, nous avons hérité d'une situation que vous connaissez. Tout le monde sait que l'ancien régime, la politique de sécurité de l'ancien régime était tournée autour de la préservation du pouvoir d'État, par celui que vous connaissez. À ce moment-là, toutes les armes, tous les moyens militaires étaient concentrés, oui, voilà, là où vous savez. C'était où? Ah, je ne sais pas, vous savez très bien. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, pour parler sérieusement, c'est que aujourd'hui, la politique de mon gouvernement consiste à faire que il faut rééquiper nos forces de défense et de sécurité, qui ont longtemps été démunies totalement. Il faut faire en sorte que toutes les unités dans le pays disposent des armes dont elles ont besoin pour faire le travail. Alors, il faut également renforcer les effectifs, de manière à ce que, oui, les incidents de ceux que nous avons vécus récemment donc à Indabao ne se respectent pas, ne se répètent pas. Donc, il faut que les effectifs soient renforcés, il faut que les équipements militaires soient également pourvus, il faut également que nos forces de défense et de sécurité... Permettez-moi de vous couper. Il faut. Oui, il faut certainement. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des actions qui sont déjà en cours ou bien en voie de l'être? Mais permettez-moi quand même de ne pas évoquer comme c'est un sujet qui touche à la sécurité nationale sur un plateau de télévision, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais il faut faire... Donc, ce que je veux dire... Secret d'État pour secret d'État, on peut quand même nous dire si le dispositif a été renforcé au niveau du Nord. Non, il faut être sûr d'une chose, c'est qu'il ne se passe pas un seul jour sans que ces questions du président, de façon moi-même, nous évoquions ces questions de sécurité nationale. C'est bien, c'est la sécurité nationale. Il ne se passe pas un seul jour sans que nous les évoquions sur toutes les dimensions. Et ça revient à plusieurs dimensions. Il y a des dimensions qui relèvent donc du renseignement. Il y a des dimensions qui relèvent donc des équipements de nos armées et de nos forces de défense et de sécurité. Et il y a des dimensions qui relèvent également des effectifs dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Il y a des dimensions qui relèvent également de la stratégie de redéploiement de nos forces de défense et de sécurité sur le territoire en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes et l'intangibilité de nos frontières. C'est un travail de longue haleine, mais on ne peut pas claironner sur le partout, c'est ce que nous faisons. Sinon, nous dévoilerons donc nos stratégies. Donnez-nous une indication. Par exemple, le budget 2016 a été réélu dans un contexte d'après l'attentat de Ouagadougou. Les chefs militaires ont dit qu'ils étaient sous-équipés. On a dit que dans le budget, on va en tenir compte. Est-ce que vous pouvez nous dire si le budget a effectivement tenu compte de ça, si ce n'est pas un secret, en termes, par exemple, de proportion d'augmentation par rapport au budget précédent consacré, par exemple, aux équipements militaires? Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous assurer, c'est que le gouvernement a pris toutes les mesures sur le plan budgétaire et sur le plan financier, sur le plan organisationnel, pour faire en sorte que les choses changent, que du point de vue du matériel, du point de vue du renseignement, du point de vue des effectifs, nos forces de défense et de sécurité soient mieux équipées pour assurer donc les missions. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, les chiffres, je ne vais pas entendre les détails des chiffres. Monsieur le ministre, le gouvernement ne dort pas. On ne peut pas être insensible. On ne peut pas être insensible à tout ce que nous vivons autour de nos frontières, même à l'intérieur donc du pays. On ne peut pas. Ce serait faire preuve donc d'irresponsabilité totale. Mais il y a ce constat qui est un fait. Donc notre responsabilité en termes d'homme d'État, c'est de concevoir déjà une stratégie contre l'insurrection, enfin une stratégie appropriée à la menace. C'est la première question. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut concevoir déjà une stratégie qui soit adaptée à la menace. Une fois que la stratégie est adaptée à la menace, il faut maintenant définir les moyens qui peuvent permettre donc de mettre en œuvre cette stratégie-là. Et donc, toutes ces étapes-là, le gouvernement y travaille. Mais c'est des sujets qui ne peuvent pas être mis sur la place publique. Oui, monsieur le Premier ministre, on l'a compris, donc cette question est secret d'État, on ne pourra pas arracher quelque chose. Il nous reste 2 points essentiels sur cette question de la gouvernance, la corruption et la justice. Alors, au moment où vous entriez en fonction, votre première conférence de presse, vous l'avez annoncé, 0 tolérance à la corruption et l'exemple va venir de votre gouvernement. Alors, 6 mois après, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes sûr que tous les membres du gouvernement sont clean? Ça, je peux être sûr.
c'est que s'il est prouvé qu'un membre du gouvernement a été pris dans une affaire de corruption ou dans une affaire de trafic d'influence, dans une malversation financière, c'est sûr que dès le lendemain, il quitte le gouvernement. Ça, tout le monde le sait au sein du gouvernement. Alors, si vous m'apportez la preuve, peut-être pas vous, en tout cas peut-être la justice, qui prouve qu'en tout cas quelqu'un de mon gouvernement a été pris dans une histoire de cette nature, c'est ce que je peux vous garantir, c'est que la personne quittera le gouvernement dès le lendemain. D'une manière générale, sur cette problématique de corruption, de lutte contre la corruption, le citoyen lambda a l'impression qu'en dehors du discours, rien n'a véritablement en fait évolué entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Donc, est-ce qu'il y a une véritable volonté politique actuelle d'endiguer ce fléau? D'abord, je vais vous donner des exemples. Tous les rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État de la lutte contre la corruption qui nous parviennent sont épluchés au peigne fin. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu encore des instructions du président du FASO me demandant de prendre des mesures pour mettre en œuvre des recommandations issues des rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la répression. Tous les jours. Et moi-même, au niveau de la primature, j'ai mis une structure spécialisée sur cette question-là pour exploiter les rapports en question et prendre les mesures appropriées pour que ces situations ne se répètent pas. Deuxièmement, il faut mettre en place des réformes pour que ces situations ne se répètent pas. Et deuxièmement, s'il est nécessaire de prendre des sanctions administratives, les ministres concernés ou moi-même, nous les prenons, et sans préjudice des actions judiciaires que la justice pourrait prendre. Donc, ce sont des rapports qui sont exploités au peigne fin et que nous suivons à la lettre. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de la justice, je vais vous dire une chose. La loi CNT 04-2015, c'est nous qui l'avons opérationnalisée. Les 3 décrets d'application qui ont été adoptés, c'est nous qui avons pris ces décrets. Le décret relatif au délit d'apparence, le décret relatif donc, au seuil d'acceptabilité des cadeaux, le décret relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine et des biens pour les hommes politiques. C'est nous qui les avons déclarés. Alors donc, c'est nous qui les avons pris. C'est pourquoi tout ça, c'est pour lutter contre la corruption. Un cas pratique excellent, si vous permettez. L'audit de la transition a révélé en tout cas justement un certain nombre de joyeusetés entre griffes. On a parlé même de blanchiment d'argent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce dossier précis? Je ne vois pas de quoi parler. Blanchiment d'argent, c'est ça? Oui, c'est près de plus de 97 ou 96 milliards en tout cas justement, voilà. Oh, non, et ensuite il y a eu quand même en tout cas le rapport de la SE sur l'audit sur la transition qui a révélé un certain nombre d'irrégularités, pour ne pas dire pire. Est-ce qu'il y a des choses en tout cas qui sont entreprises sur ce dossier précis? Deux choses. Comme je vous l'ai dit, tous les rapports de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption sont pris très au sérieux par l'exécutif, par le président du FASO et par moi-même. Nous épluchons, nous donnons des instructions au ministre pour prendre les mesures administratives qui sied, les réformes qu'il faille engager au niveau de chaque ministère pour que ça ne se répète pas, sans préjudice des suites judiciaires qui sont engagées le cas échéant. Nous le faisons. Bon, maintenant, sur cette question-là, j'ai dit simplement que nous n'avons rien à reprocher. Les rapports de la SE qui est sorti, il a été exploité, sur l'audit de la transition, il a été exploité de la même façon que les autres rapports. Et soyez sûrs, mais comme je vous dis, souvent, nous les citoyens, nous sommes un peu pressés. Parce que nous pensons que les choses sont évidentes et qu'il faille attraper les gens et puis les jeter en prison. Non, il faut laisser la justice faire son travail, parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a des procédures que nous devons respecter. Il y a les droits humains que nous devons respecter. Sinon, ce serait trop facile. Vous savez, je vous coupe pas. Vous savez, quand vous voyez dans la rue, du temps de ma jeunesse, on voyait ça très fréquemment. Dès qu'on entend des scènes dans la rue, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pogrom. On dit, c'est un voleur qu'on a attrapé ici dans tel quartier, tel quartier. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Parce que rapidement, les gens se faisaient justice. Mais est-ce que c'est une bonne chose? On n'est même pas sûr que la personne ait commis un vol, qu'elle ait commis un crime, etc. Parce que simplement, quelqu'un a crié, ah, c'est un voleur. On le prend, on le lynche. Non, je vais terminer cette question-là. C'est pour dire que, contrairement à ce que vous dites, aucun rapport de l'autorité supérieure du Conseil d'État et de la lutte contre la corruption n'est resté
n'a été classé dans un tiroir. Ça n'existe pas. Le président du Faso m'interpelle tous les jours. Et moi aussi, j'interpelle les ministres tous les jours. J'ai même mis un dispositif spécial à la primature pour suivre, relancer, pour m'assurer que toutes les conséquences administratives sont tirées. Les conséquences de droit, et naturellement, relèvent donc des prérogatives dans la justice. Monsieur le Premier ministre, que le temps passe vite. Peut-être pour terminer sur cette question de la gouvernance, il y a la justice aujourd'hui. Les magistrats sont inquiets parce que sous la transition, en tout cas, ils avaient obtenu donc cette séparation franche, en tout cas, de l'exécutif et du judiciaire. Aujourd'hui, l'impression qu'ils ont à travers les différentes déclarations, c'est que avec en tout cas la nouvelle constitution qui se profile, le gouvernement en tout cas aurait l'intention de remettre en cause en tout cas cette avancée, cet acquis. Moi, je regarde les faits. Je ne m'en tiens pas aux déclarations. Je regarde les faits. Je voulais compléter mon propos sur la question précédente. C'est nous, comme je t'ai dit, qui avons le décret d'application pour opérationnaliser la lutte contre la corruption. C'est nous également qui avons créé le tribunal, comment on appelle ça, au niveau de la justice. Il y a un tribunal. Voilà, il y a deux pôles qui ont été créés par les tribunaux de grande instance de Ouagadougou et de Bobo pour lutter contre les crimes économiques. Ça, c'est quand même quelque chose. Et sans compter que nous avons créé également un pôle spécial sur le terrorisme auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Nous avons créé un tribunal de grande instance à Koupéla, nous avons créé une cour d'appel à Fadangourma, nous avons créé 2 tribunaux de travail à Waïguia et à Dori. Tout ça pour permettre l'accessibilité donc des citoyens à la justice. Et tout ça également pour lutter contre la corruption. Nous avons même fait appel à la coopération internationale pour former des juges qui travaillent dans ce pôle sur les crimes économiques. Et donc il y a une dimension formation et de renforcement des capacités qui montre vraiment que nous sommes déterminés à aller de l'avant. L'indépendance de la justice est un acquis. L'indépendance de la justice est un acquis. Je ne sais pas à quel propos vous faites allusion, mais en tout cas, il y a... Au propos du président du Faso et du président de l'Assemblée notamment. On n'a pas les citer. Non. Il ne faut pas sortir les propos tenus... Il faut pas, je crois que vous les sortez de leur contexte. Moi, je crois que c'était une mauvaise interprétation. Le président du Faso est un démocrate convaincu. Il a été de ceux qui ont signé la charte sur le renouveau de la justice, sur l'indépendance de la justice. Pourquoi aujourd'hui il reviendrait subitement sur ses convictions? Parce qu'il y a trop de libération, de libertés provisoires qui sont accordées, qui peut-être, en tout cas, peuvent rapidement, voilà, ils ne sont pas du goût de l'exécutif et alimentent peut-être le ressentiment de l'opinion. Non, pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Mais si vous saviez la sérénité avec laquelle le président du Faso et moi-même nous gérons cette situation, nous mesurons la gravité donc de la situation, mais nous le gérons avec sérénité. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous guide? C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qui nous guide? C'est le principe de l'indépendance des pouvoirs. Qu'est-ce qui nous guide? C'est la volonté de faire ensemble que la démocratie s'approfondisse dans ce pays et que les populations jouissent toujours la présomption d'innocence. Voilà. Monsieur le Premier ministre, peut-être sur cette section de la gouvernance, on est pris par le temps. On va essayer de progresser dans cette émission, si vous le permettez, avec une autre question non moins importante, la deuxième rubrique donc à présent. Le capital humain, Monsieur le Premier ministre, c'est l'un des axes forts de votre politique. Vous l'avez donc annoncé lors de votre déclaration de politique générale. Alors, quelles sont les principales actions qui ont donc été mises en œuvre à ce jour? Suivons ce reportage. Le capital humain se trouve au centre des préoccupations du gouvernement. Le programme présidentiel met l'homme au centre de toutes les initiatives et actions qui doivent être menées dans le processus de développement. Le gouvernement s'est engagé à consacrer beaucoup d'efforts et de ressources à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur,
à la formation professionnelle, à l'emploi des jeunes, à la protection sociale des travailleurs et à la promotion de la femme. Sur toutes ces questions, des acquis considérables ont été enregistrés, même si des efforts restent à faire. Le gouvernement œuvre pour l'amélioration des indicateurs de santé à travers notamment la mise en œuvre de certaines mesures, à savoir la gratuité des soins et le recrutement d'agents de santé à base communautaire. À ce propos, on note par exemple la généralisation de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans depuis le 1er juin 2016 sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne l'éducation, il y a eu le lancement de la construction des infrastructures éducatives le 26 mai dernier à Fadangourma. Au total, 3519 jeunes ont été recrutés dans le cadre du projet Emploi 4200 jeunes pour l'éducation nationale. Ils sont en formation à Koudougou depuis la fin du mois de juin. Ces jeunes viendront renforcer le personnel enseignant du poste primaire. La crise des universités demeure une question préoccupante pour le gouvernement, d'où la recherche de solutions idoines. Il s'agit entre autres du recrutement par an de 100 docteurs enseignants d'université, 100 attachés temporaires d'études et de recherche et l'achèvement de la construction d'infrastructures dans les universités de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et les centres universitaires de Dédougou, Fadangourma et Wayuria. Voilà donc pour ce reportage concernant donc cette question cruciale, en tout cas du capital humain. Et tout de suite, nous allons suivre la question d'un citoyen recueilli sur le terrain. Depuis janvier jusqu'à l'heure où je pose cette question, les professeurs vacataires qui ont assuré les cours dans les CIG et lycées n'ont pas eu leurs frais de vacation. Je voudrais savoir si vous êtes au courant de cet état de fait. Et si vous êtes au courant, quelles sont les dispositions qui sont prises pour juguler ce problème avant la rentrée? Alors, Monsieur le Premier ministre, on a suivi donc l'intervention de ce citoyen sensible donc à la question de la prise en charge des frais de vacation. Alors, leur argent qui tarde à venir, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes au courant? Bon, ce que je sais simplement, c'est que il y a eu des... Vous savez, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait un budget qui avait été voté. C'était le budget du gouvernement de la transition qui avait été voté au mois de décembre. Et bien entendu, ce budget ne peut pas nous engager. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est d'ajuster le budget donc, de l'État en fonction des quelques priorités que nous pouvions imprimer à notre politique déjà en 2016. C'était l'objet donc de la loi de finances rectificative. Et ce que nous avons fait. Mais la procédure au niveau du Parlement a été, voilà, ce qui devait se faire, de sorte que la mise en place de la loi de finances rectificative et donc du budget de l'État au cours de l'année 2016 a pris du temps par rapport au temps habituel. De sorte que, naturellement, la mise à disposition donc, des crédits budgétaires au ministère a pu prendre un peu de temps. De sorte que, oui, il a pu arriver qu'il y ait eu certains retards dans le règlement de certaines factures au niveau de certains prestataires, dans le règlement également de certains, de certaines indemnités, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais selon les rapports qui me sont parvenus, la situation s'est normalisée depuis. Et c'est normalisé depuis longtemps. Je pense que c'est une situation qui a prévalu peut-être jusqu'au mois d'avril. Mais à partir du mois de mai, dès que la loi des finances rectificative a été votée et que les crédits budgétaires ont été alloués aux différents ministères, tout ça est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est une situation ancienne que notre téléspectateur décrit. Ça ne correspond pas du tout à ce qui prévoit actuellement sur le terrain. Ok, mais de toutes les façons, l'assurance est donnée que si c'est le cas, peut-être les dispositions seront prises sur le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, le budget de l'État, comme j'ai dit, tout ça c'est prévu. Nous avons prévu les salaires, les indemnités, tout ça c'est prévu. Les indemnités, tout est prévu, mais ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'il y a, comme j'ai dit, lorsqu'il y a une loi de finances rectificative qui est votée à l'Assemblée et qui est adoptée un trimestre plus tard, ça peut entraîner de retard dans le règlement donc, de certaines prestations. Ce n'est que ça qui est l'explication. Sinon, au niveau de la trésorerie de l'État, il n'y a pas de difficulté.
il n'y a pas de difficulté. Je regrette ce qui s'est passé pour notre compatriote, mais ça ne peut pas représenter une situation générale. C'est certainement un cas isolé. Ok. Monsieur le Premier ministre, nous allons poursuivre toujours dans cette rubrique concernant donc le capital humain avec une autre question d'un citoyen que nous avons recueilli. Mon école se trouve dans le marché à Bétail. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, à quand la fin des écoles sous paillotes dans la région de l'Est? Voilà, monsieur le Premier ministre, on l'avait vu dans le reportage, vous avez lancé donc les travaux de construction des écoles à Fadangourma, avec pour objectif donc de mettre fin, en tout cas aux écoles sous paillotes au Burkina Faso. La question de la dame est là. Alors, à quand exactement la fin de ces écoles sous paillotes? Excusez-moi, je voudrais préciser, il y a les derniers chiffres que nous avons précisent qu'il y a environ 4000 écoles sous paillotes. Est-ce que vous avez un agenda précis pour gérer ce problème? L'engagement du président du Faso, c'est de faire en sorte qu'au terme du quinquennat, il n'y ait plus d'écoles sous paillotes au Burkina Faso. Le quinquennat, nous avons commencé en 2016. L'idée, c'est que d'ici 2020, il n'y ait plus de classes sous paillotes au Burkina Faso. Ces classes sous paillotes, effectivement, elles sont autour de un peu plus de 4000. Alors, ce que nous avons essayé de faire, vous l'avez si bien dit, lorsque je suis à la FADA, j'ai vu ces classes sous paillotes, j'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu un pincement au cœur de voir des enfants assis à même le sol. Et de voir, il n'y a pas de tableau, il n'y a aucune infrastructure. C'est nous qui avons bénéficié des conditions plus avantageuses quand nous étions plus jeunes. C'est quelque chose qui m'interpelle. Alors donc, la politique du gouvernement, c'est que nous prenons rendez-vous au bout du quinquennat. Il n'y aura plus d'écoles sous paillotes au Burkina Faso. D'ores et déjà, pour 2016, dans le plan d'infrastructure, d'équipement en infrastructure du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons déjà pris des engagements forts. Et par exemple, s'agissant des écoles sous paillotes, il y a 160 écoles sous paillotes qui seront normalisées dès 2016. 160. Mais pourquoi 160? C'est parce que simplement, comme je vous l'ai dit, la loi de finances rectificative a été votée avec retard, et le temps que l'on mette tout ça en place. Mais nous avons un planning à partir de 2017 qui nous permettra de faire en sorte que la quantité d'écoles sous paillotes qui seront normalisées va aller crescendo de manière... 1 millier par an. Oui, naturellement. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais je pense que c'est de cet ordre-là, de manière à ce que, en tout cas, au terme donc, du quinquennat, les 4000 écoles sous paillotes sont totalement normalisées. Et des chiffres qui me reviennent montrent déjà que les travaux ont commencé. Et il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a également, effectivement, au niveau de l'Est, c'est un des problèmes. Pourquoi c'est un problème? Je vous dis, la région de l'Est, ça fait à peu près 1/5 du territoire national. Et c'est une région qui est vaste. Et il y a un autre handicap qui s'ajoute à cela, c'est les distances entre les habitations. Alors, vous n'allez pas créer une école forcément pour une famille, alors que l'autre famille qui se trouve là-bas, et l'autre village qui se trouve là-bas, est peut-être à 25 km, à 50 km. Alors, ça pose des problèmes de distance. C'est ça qui fait que dans cette région, le problème se pose avec un peu plus d'acuité que dans les régions où la densité de la population est un peu plus élevée. Mais c'est un problème que nous avons pris à bras le corps et que c'est un engagement du président du Faso et nous le tiendrons. Et il n'y a pas que ça. Nous avons également un programme d'infrastructure qui est beaucoup plus ambitieux. 200 CEG seront construits cette année. 200 CEG seront construits, 9 lycées d'enseignement généraux seront construits cette année par le ministère de l'Éducation nationale. Et il y aura également 2 lycées professionnels, 2 lycées scientifiques. 2 lycées scientifiques. Il y aura également 5 centres de formation technique et professionnelle avec la coopération donc taïwanaise qui vont être construits. Et tout ça, il y aura également, voilà, tout ça c'est pour essayer donc d'augmenter l'offre d'éducation et pour faire en sorte que nos enfants puissent bénéficier d'infrastructures qui les permettent donc d'étudier dans de très bonnes conditions. Les écoles sous paillotes, le président, c'est un engagement du président et c'est un engagement que j'assume. Il n'y aura plus d'écoles sous paillotes au terme du quinquennat. Ce n'est pas possible. Voilà, rendez-vous est pris donc pour 2020. Voilà, monsieur le Premier ministre. Une autre question que nous allons à présent suivre, une question d'un citoyen, et toujours dans cette rubrique concernant le capital humain. À l'université, ce qui nous tient, c'est l'application hasardeuse du système licence master doctorat.
Et nous avons demandé à ce qu'on puisse le suspendre jusqu'à réunir les conditions nécessaires de son application. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette revendication. En tant que chef de gouvernement, qu'est-ce qu'ils pensent de cette revendication? Monsieur le Premier ministre, le système, les licences master doctorat, est-ce que vous allez le suspendre jusqu'à ce que les conditions soient réunies? Bon, je vais répondre à cette question et je ferai un commentaire. Le système licence, master, doctorat, c'est un système qui est devenu quasiment un standard à l'échelle mondiale. C'est devenu un standard à l'échelle mondiale en matière donc, de système d'éducation. Vous allez sur les anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, en France aujourd'hui, c'est un système qui s'impose à tout le monde. Mais quand même, on ne vit pas en marge du monde entier. Il faut que nous aussi, on adapte notre système éducatif aux meilleurs standards qui existent. Donc ça, c'était, et sans compter que la décision d'aller vers le système licence, master, doctorat a été prise en commun avec nos voisins au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, il me semble que c'est une bonne décision. Maintenant, l'opérationnalisation de cette décision peut poser quelques difficultés. Il y a des difficultés que je ne nie pas. Par exemple, il y a des difficultés d'infrastructure, en infrastructure. Par exemple, le président du FASO, dans son engagement vis-à-vis des Burkinabés, et dans le programme que j'entends mettre en œuvre cette année et dans les années prochaines, c'est de remédier à cette situation. Donc, il y a des problèmes d'infrastructure. Par exemple, l'offre en termes d'amphithéâtre pourrait être améliorée. Et c'est inscrit dans le programme présidentiel. Vous avez également tout ce qui a comme utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment ce qu'on appelle l'éthique, et c'est prévu. Notamment, nous avons prévu d'engager des discussions avec des prestataires pour subventionner l'acquisition d'étudiants et d'ordinateurs par les étudiants. Le président m'a demandé également, conformément aux engagements qu'il a pris avec les Burkinabés, d'opérationnaliser l'idée de l'Internet à haut débit à l'université pour permettre aux étudiants, étant donné que les amphis sont souvent rapidement pleins, de rester à distance pour pouvoir suivre les cours. Donc c'est les questions que j'ai réfléchi. Et pas plus tard qu'il y a une semaine encore, j'ai interpellé le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation sur cette question sur laquelle nous devons nous appesantir en rapport avec le ministre de l'économie numérique, etc. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons pour opérationnaliser cela. Donc, il y a cela, donc il y a des problèmes d'infrastructure. Il y a des problèmes donc d'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Il y a des problèmes qui sont liés, oui, il y a aussi l'ambition de mettre en place une université virtuelle. Pourquoi les étudiants qui sont à Dédougou ou bien à Ouiguia ou à Lori ne pourraient pas, à partir d'un local approprié, et suivre par visioconférence, oui, des cours à l'université de, je sais pas, à l'université de Bobo-Dioulasso ou à l'université de Ouagadougou. C'est ça notre ambition. Monsieur le Premier ministre, on sent que vous avez des projets futuristes, mais en attendant, l'État vraiment a fait de nos universités, c'est le délabrement vraiment presque total. Depuis une vingtaine d'années, on a tout essayé sans jamais rien trouver, en tout cas vraiment de bon. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et pourtant, si on fait un petit sondage au niveau des universités, on verra qu'il y a une espèce de pilotage à vue. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec votre gouvernement? Ce qu'il y a de nouveau, oui, c'est la volonté. C'est la volonté et c'est la volonté. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi qui ai été formé par l'école burkinabé. Moi, j'ai étudié ici à l'école supérieure des sciences économiques et de Ouagadougou. Je suis un produit de l'université burkinabé. Ce que je vois ne peut pas me réjouir. Depuis que vous êtes là, vous êtes reparti là-bas? Mais vous n'en doutez pas, j'ai été, j'ai vu. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que la situation dans laquelle nous sommes déterminés. Avant même que nous arrivions aux affaires, aux responsabilités, et ça fait partie de nos priorités. Pour des raisons. Première raison, c'est parce que nous sommes convaincus que c'est par l'excellence que le Burkina Faso va se développer. L'université, de manière générale, l'école doit devenir un centre d'excellence. La vision du président, c'est de faire en sorte que aucun Burkinabé qui sort du système scolaire sorte sans qualification. L'école, depuis le primaire, le secondaire et l'université, doit permettre de donner des qualifications à nos jeunes. Ça, c'est son ambition. Et deuxièmement, il faut réformer l'université, l'école, etc., de manière à ce que et puisse assurer la promotion de tous, mais également assurer donc la sélection des meilleurs pour que ce soit un centre d'excellence. Ça, c'est la vision du président. Et c'est ça qui est dans son programme. C'est pourquoi, et la politique à laquelle nous nous attelons, c'est déjà
de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire augmenter l'offre en infrastructure, comme je l'ai dit, mais également au niveau donc, du primaire, du secondaire et de l'université, mais également mettre l'accent sur la qualité. Vous savez, toutes les dispositions sont prises. Le président, il m'interpelle tous les jours. Où est-ce que tu en es avec l'université virtuelle? Où est-ce que tu en es avec le haut débit à l'université? Où est-ce que vous en êtes avec l'université de Donsin, Ouaga 2? Vous savez, si vous prenez l'université de Ouaga, vous allez à l'université de Ouaga 1, on a combien d'étudiants à Ouaga 1? On a 60 000 étudiants à Ouaga 1. Mais en termes d'infrastructure, l'université de Ouaga 1 est plus ou moins bien équipée. Mais vous allez à Ouaga 2, ils sont combien? Entre 15 et 17 000 étudiants. Ils prennent cours aussi à vous. Pardon? Ils prennent cours aussi à vous. Oui, c'est parce que l'université de Ouaga 2 a des problèmes spécifiques. Il y a des infrastructures qui ont été installées, mais les étudiants ne peuvent pas les utiliser parce que pour des raisons diverses et variées, notamment des problèmes souvent avec les populations que nous sommes en train de régler. L'ambition de mon gouvernement, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de l'année 2016, l'université de Donsin ouvre. Monsieur le Premier ministre, alors, tout ça, c'est des futurs diplômés qu'on forme, c'est des futurs diplômés qui vont aller sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, les entreprises ne recrutent pas. Du moins, pas assez. Quelles sont les incitations que vous allez mettre en œuvre pour que les entreprises recrutent? Parce que parallèlement à l'université, où des efforts sont faits par le gouvernement, le privé forme déjà beaucoup de diplômés qu'il met sur le terrain. Vous savez, ma conviction profonde, c'est que lorsqu'il y aura une masse critique de jeunes Burkinabés, ingénieurs, techniciens, dans les différents corps de métier, c'est comme ça que le Burkina Faso va se développer. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On n'a pas assez de jeunes qui sont formés. Sortez un peu, regardez un peu. Regardez un peu autour de nous. Moi, je me souviens, lorsque j'étais de l'autre côté là-bas, là où j'étais avant, à un moment, je cherchais des spécialités, par exemple, dans le domaine qui est le mien, dans la finance. On a lancé un appel à candidature dans la presse internationale et on avait reçu à peu près de 50 000 candidatures de jeunes du monde entier qui voulaient travailler là où j'étais, voilà, dans les métiers de la finance. J'ai demandé au directeur des ressources humaines à l'époque, qui était un Burkinabé, de regarder s'il y a des Burkinabés qui ont le profil. Je vous avoue que j'ai eu mal au cœur. Il n'y en avait aucun. Tout ça, c'est pour dire que les politiques qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui ont abouti à faire en sorte qu'on a... des diplômés inutiles, quoi. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qu'il faut que nous essayons de résoudre. Il faut mettre la qualité au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire dans ce pays. Il faut faire en sorte que notre école, depuis l'école primaire, l'école secondaire et l'université, redeviennent un centre d'excellence. Le ministre et moi, on en parlait l'autre jour. Il est en train de travailler sur l'idée déjà de relancer ce qu'on appelle les concours généraux. Pourquoi? Pour créer l'émulation parmi les jeunes. Des concours généraux pour ceux qui sont en sciences, ceux qui sont doués dans les matières techniques, ceux qui sont doués dans les matières littéraires, pour cultiver l'émulation parmi les jeunes burkinabés. Et ceux qui vont réussir au bac aussi, il va faire des études pour voir, comme dans les mesures dans lesquelles on peut envoyer leur donner, attribuer des bourses d'études pour qu'ils aient étudié. Il faut cultiver l'émulation et la volonté de se surpasser. C'est à ce prix qu'une nation peut se développer. Mais parce que les investissements qu'on doit réaliser aujourd'hui au niveau du secteur primaire, au niveau de l'élevage, au niveau de l'agriculture, etc., qui va le faire? Pour sélectionner les variétés, les semences agricoles qui sont les plus adaptées à notre climat. Qui va le faire? C'est les étrangers qui vont continuer à le faire pour nous. Les vaches laitières, etc., les animaux de trait, etc., notre élevage. Je rappelle que l'élevage seulement contribue pour 18% au produit intérieur brut. Mais ça stagne, l'agriculture, ça stagne, les rendements baissent. Pourquoi? Parce que les technologies n'avancent pas. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens supérieurs. Et c'est cette question de l'emploi, on vous a vu lancer donc, en tout cas ce programme qui consistait donc à recruter près de 4200 jeunes diplômés donc au profit de l'enseignement, et également 16 000 agents communautaires de santé. Oui. Alors on a vu pour ce qui concerne les 4200 enseignants donc que la formation a été donc lancée il y a juste quelques jours de cela. Et pour ce qui concerne les agents communautaires de santé, où est-ce qu'on en est exactement, Monsieur le Premier ministre? Ben oui, c'est-à-dire que la procédure se poursuit tout à fait normalement. Parce qu'il est prévu de recruter dans chaque village 2 agents communautaires. Ça fait 16 000. 16 000. Mais
la procédure se poursuit. Mais c'est une procédure qui est décentralisée. Ce n'est pas à partir de Ouaga que nous allons choisir sélectionner donc les personnes qui vont être retenues. Et la sélection va se faire au niveau local, au niveau donc communal. Et c'est comme ça que ça doit se faire. De sorte que nous avons voulu faire en sorte que la procédure soit la plus décentralisée possible. Donc, ce dont je peux vous assurer, c'est que par rapport au chronogramme qui a été établi au niveau du gouvernement, nous suivons ça de très très près. Et ce processus donc, se poursuit très très bien. Également sur la question de la santé, la gratuité des soins qui a été donc généralisée. Je peux vous assurer que tous les jours, je demande un rapport au ministre de la Santé. Il le sait très bien. Où qu'il soit dans le monde, je l'appelle. Mon rapport. Et le rapport dit quoi actuellement? Dans l'ensemble, les résultats sont très bons. Pourquoi les résultats sont bons? La fréquentation donc, des centres hospitaliers a augmenté de manière assez sensible pour les femmes enceintes, les enfants de moins de... Il n'y a pas de médicaments, monsieur le Premier ministre. Je ne peux pas accepter cela. Parce que j'ai personnellement dirigé des réunions entre les ministres et ses collaborateurs donc, de la CAMEG pour essayer de voir dans quelle mesure on puisse assurer la continuité des fournitures en médicaments. C'est ce que nous avons fait. Le gouvernement a pris des engagements financiers forts pour doter la CAMEG donc, de moyens financiers qui lui permettent d'être à la hauteur de la gratuité d'un soin. Le personnel aussi se trouve pratiquement débordé. Alors, sur ce plan-là, il se peut, j'ai allé moi-même sur le terrain, à Djibo, ou dans d'autres centres, dans d'autres régions, pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Et je me suis assuré que le principe de la gratuité des soins fonctionne très bien. Et il se peut qu'il y ait momentanément, de manière transitoire, des ruptures dans certaines molécules, mais jamais aucun rapport ne remontait à mon niveau indiquant qu'il y avait un problème. Monsieur le Premier ministre, on est pris par le temps. Peut-être on va ouvrir la dernière rubrique de cette émission, ce premier numéro donc, de dialogue avec le gouvernement, avec donc la question de la relance économique. Et donc voilà, donc on suit d'abord ce petit carton annonçant cette rubrique. Voilà donc pour le début de cette rubrique concernant la relance économique. Un petit sujet tout d'abord pour camper le décor, avec donc en tout cas le rappel des grands enjeux liés donc à la relance économique après cette période difficile qu'a traversé le Burkina Faso. Suivez plutôt. Le Burkina Faso est un pays dont l'économie est principalement agricole, un tiers du PIB, mais c'est également le 4e producteur d'or en Afrique. Ces dernières années, le pays a enregistré une croissance forte, soutenue par la production aurifère et cotonnière. Toutefois, l'activité économique a ralenti considérablement en 2014, avec un taux de croissance estimé à 4,4% en 2015 contre 4% en 2014, inférieur au taux de croissance moyen enregistré au cours des 10 dernières années qui s'élève à 5,5%. Ce ralentissement est dû à la chute des cours internationaux de 2 produits d'exportation du pays, l'or et le coton, aux répercussions de la crise d'Ebola survenue dans la région et à la profonde crise sociopolitique qui a touché le pays et qui a abouti à la chute du régime Blaise Compaoré. Le Burkina Faso est considéré comme un risque de surendettement et reste très dépendant de l'aide extérieure. À moyen terme, les principaux défis du pays seront de moderniser la gestion des affaires publiques, de rééquilibrer les finances publiques, d'augmenter les dépenses en faveur des infrastructures de base et du secteur social, de réformer le système financier et d'améliorer le climat des affaires. Voilà pour ce reportage donc, qui campe le décor de cette rubrique liée donc, à la relance économique. Et tout de suite, nous vous proposons, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la question d'un citoyen. L'économie agricole. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'insuffisances, notamment l'accès au financement pour les agriculteurs, le peu d'équipements. Que comptez-vous faire compte tenu de l'apport de ce secteur pour faire en sorte que cette économie agricole qui permet aujourd'hui au Burkina Faso d'être le premier producteur du coton africain, mais également
d'avoir une production céréalière qui est quand même appréciable. Que comptez-vous faire pour faciliter l'équipement du secteur agricole, mais également leur accès au financement? Voilà, monsieur le Premier ministre, la question donc d'un opérateur économique bien connu au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour favoriser donc, en tout cas, l'équipement du secteur agricole, mais également la transformation? Bon, merci. Déjà, s'agissant de ce qui est fait, au niveau de la vision stratégique du gouvernement, c'est l'agriculture. Et la vision, c'est de dire il faut que nous essayions de faire en sorte que la contribution du secteur primaire, c'est l'agriculture et l'élevage, au lieu de 30%, soit plus élevée. Comment? Il faut donc augmenter donc, les quantités produites, et il faut créer ce qu'on appelle dans le jargon des économistes de nouvelles chaînes de valeur. Au lieu de prendre les animaux sur pied, aller les vendre en Côte d'Ivoire ou au Ghana, il faut essayer de mettre en place des abattoirs chez nous, et essayer de tirer un peu plus de valeur donc, de nos produits carnés. C'est la même chose également pour l'agriculture. Nous avons une grande ambition pour l'agriculture parce que nous pensons que l'agriculture doit non seulement survenir à nos besoins en autosuffisance alimentaire, mais elle doit également dégager des excédents pour alimenter les industries de transformation agroalimentaire. C'est ça. Mais pour parvenir à cela, il faut que l'agriculture soit plus productive. Il faut donc que les techniques de production que nous utilisons soient plus productives, que le rendement soit meilleur. Et concrètement, monsieur le Premier ministre, ça se traduit par quoi en termes d'action pour permettre vraiment de... Cette année, j'ai lancé moi-même la campagne agricole 2016-2017, le 30 mai, dans la région de Kaya. Nous avons, avec le ministre en charge de l'agriculture, lancé donc un programme de 30 000 d'aménagement de 30 000 hectares. De 30 000 hectares. 30 000 hectares, non, de 20 000 hectares, chez 20 000 hectares. 20 000 hectares, parce que sur l'ensemble du quinquennat, l'objectif c'est d'aller à 25 000 hectares. Mais en une année seulement, on va réaliser 25 000 hectares de terre, 20 000 hectares de terre aménagée. Hein, vous voyez, c'est un effort colossal que nous sommes en train de faire. Mais en plus de cela, nous avons pris les mesures pour mettre à la disposition donc, de nos producteurs ce qu'on appelle les intrants. S'agissant par exemple donc, des engrais minéraux par exemple, nous avons mis à la disposition de nos producteurs 8 000 tonnes d'engrais minéraux. Nous avons mis à leur disposition 1 700 tonnes de phosphate au Burkina. Nous avons mis à leur disposition également un peu plus de 4 000 tonnes de semences améliorées. Nous avons mis à leur disposition également des engins mécanisés, c'est-à-dire par exemple les charrues, les charrettes. 8 000 unités ont été distribuées. Et l'ambition, c'est de mettre en place, avec une politique de partenariat public-privé, une unité de montage donc, de tracteurs dans le pays, pour pouvoir mettre tout cela à la disposition de nos paysans pour augmenter la productivité. Donc, la vision du gouvernement, c'est d'articuler le secteur primaire avec l'industrie. Mais pour articuler le secteur primaire avec l'industrie, il faut moderniser les instruments de travail au niveau du secteur primaire, de manière à ce que les excédents qui soient dégagés là-bas puissent servir de matière première pour le secteur secondaire. Alors, mais déjà, ça suppose également qu'on fasse des investissements au niveau du secteur primaire. Et c'est ce que nous essayons de faire. Par cette mise à disposition donc, des engrais, des semences améliorées, des équipements agricoles et de l'augmentation donc, des superficies emblavées. Donc ça, c'est ce que nous essayons de faire. Mais ma vision va plus loin que ça. Vous savez, lorsque tout à l'heure, M. Tao, que j'écoute beaucoup, a évoqué donc, le problème donc, de formation. La question de fond dans ce pays-là, c'est un problème, donc c'est un déficit de formation technique. C'est pas l'État qui crée des emplois, c'est le secteur privé qui crée des emplois. Il y a tellement d'opportunités dans l'élevage, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les tertiaires. Encore faut-il avoir les compétences pour pouvoir le faire. C'est pourquoi je considère que mon gouvernement a fait le bon choix de miser sur l'éducation du capital humain. Donc sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur l'enseignement, pour doter notre économie nationale de la main-d'œuvre spécialisée nécessaire qui pourra exploiter davantage donc, nos ressources naturelles qui sont immenses au niveau du secteur primaire, l'agriculture, l'élevage et au niveau du secondaire. Et faire cette articulation entre le primaire et entre le secteur primaire et le secteur secondaire qui va véritablement booster l'économie nationale. C'est pour ça que j'ai dit
nous manquons cruellement encore de main-d'œuvre spécialisée dans ce pays-là. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple donc voilà. Alors, pour répondre à la question de cet honorable monsieur, qui est un grand frère que je respecte beaucoup, je dis simplement que ce que nous faisons, ça va dans ce sens-là. L'ambition du gouvernement, la vision du gouvernement, c'est vraiment d'augmenter la... Écoutez, je vous donne un exemple. Regardez la production céréalière. Cette année, nous allons produire, selon les projections, au terme de céréales, 4 700 000 tonnes. Ça fait à peu près 12% de plus que l'année dernière, et un peu plus de 6% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'est déjà un bon résultat. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Un autre problème, Excellence, qui préoccupe vraiment les Burkinabés, c'est le problème de l'énergie. Aussi bien les ménages que les industries. Bien sûr la disponibilité, mais également en fait le coût. Est-ce qu'à l'horizon du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, puisque c'est l'horizon que vous déterminez, est-ce qu'à cet horizon-là, on n'entendra plus parler du délestage, du coupure d'électricité, et que le coût, en fait, justement, de l'électricité va connaître en tout cas une tendance baissière, parce que tant que les facteurs de production, dans tous les cas, seront élevés, il ne faut pas non plus, en tout cas, arriver à une industrie, à des industries prospères. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que on peut rêver, effectivement, parce que c'est même pas qu'on peut rêver, ce sera le cas. Pourquoi? Nous avons un déficit énergétique entre l'offre et la demande de 110 MW. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que lorsqu'en période de chaleur, nous avons des délestages. Parce que ce que la Sonabel produit est inférieur à la demande de 110 MW. Alors, actuellement, qu'est-ce que nous faisons? C'est la Côte d'Ivoire qui supplée un peu à nos besoins. Des fois, ils nous donnent 10 MW, des fois 50. Cette année, ils nous ont donné à peu près en moyenne 80 MW. Ce qui nous a permis de passer la période chaude un peu plus en douceur. Mais la politique du gouvernement, c'est deux choses. C'est ce que vous avez dit. Un, il faut combler le gap entre l'offre et la demande en développant les énergies renouvelables. L'autre jour, j'ai inauguré la centrale des Aktouli qui va produire 33 MW à base de solaire. 33 MW. Mais attention, à quel coût? Entre 30 et 40 francs CFA les kilowattheures. Or, le Burkina Faso aujourd'hui, j'ai honte de le dire, le coût du kilowattheure, vous savez, il a combien? 138 francs CFA les kilowattheures. C'est le plus élevé de tous les pays de l'UEMOA. C'est inacceptable. Comment voulez-vous que notre pays soit compétitif? Est-ce que le solaire va suppléer à ça? Bien sûr, puisque je vous dis, le coût du kilowattheure produit à partir du solaire ramène le coût du kilowattheure entre 30 et 40 francs CFA les kilowattheures. À partir du moment là où la Sonabel sera en mesure de rééquilibrer son offre énergétique en faveur donc des énergies renouvelables, ça permettra donc de tirer le coût moyen de l'énergie vers le bas. C'est ça la question. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une masse critique de production solaire. C'est bien, c'est exactement cela. Monsieur le Premier ministre, il faut diversifier l'offre énergétique en faveur des énergies renouvelables de manière à ramener le coût moyen du kilowattheure dans des proportions qui permettent donc à notre économie d'avoir un peu de compétitivité. Et vous vous rendez compte aujourd'hui, les 138 francs CFA des kilowattheures que nous avons par kilowattheure, c'est le plus élevé de tous les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comment voulez-vous que les gens viennent investir chez nous? C'est la même chose pour l'eau. L'eau potable est la plus chère au Burkina Faso. Et nous sommes à 1000 km de la mer. On n'a même pas une seule autoroute qui peut nous rejoindre, qui puisse rejoindre nos ports d'approvisionnement d'Abidjan, de Lomé, de Cotonou, de Tema. Comment voulez-vous que le coût de production de nos entreprises soit plus élevé que les autres? C'est ça la question de fond. Monsieur le Premier ministre, on s'en voudrait parce que l'émission est pratiquement à sa fin. Les 90 minutes sont presque épuisées, mais on s'en voudrait de ne pas vous poser certaines questions qui ont défrayé la chronique entre-temps. Alors, il y a eu donc votre voyage à Taïwan et puis voilà une certaine somme d'argent qui se serait donc volatilisée. 25 millions, je crois, en tout cas citer la somme. Aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé trace de cet argent, monsieur le Premier ministre? Je suis vraiment désolé de parler de ça. Mais il faut que je sois transparent avec mes compatriotes, avec mes frères, pour dire... C'est vrai, il y a eu certainement un vol ou une perte d'argent au cours de cette mission. Oui, la somme, je n'ai pas le chiffre exact, mais on dit que ce serait de l'ordre de le chiffre que vous avez avancé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit parce que, bon, moi-même,
je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne transporte pas d'argent sur moi, c'est mon sac. Alors, vous savez, je ne veux pas entrer dans le détail de comment les missions sont organisées. Mais bon, voilà, il s'est passé, c'est un incident malheureux. Les personnes qui sont plus ou moins touchées par cette affaire souffrent certainement dans leur tête, dans leur mental, dans leur chair de cette affaire. Mais il faut espérer qu'on va trouver, les enquêtes vont aboutir. Mais pour l'instant, on n'a pas abouti. Bon, ce dont je peux rassurer les Burkinabés, c'est qu'à aucun moment, nous n'avons fait preuve de légèreté, nous, ni de laxisme dans la façon de gérer les fonds. Et je peux vous dire, déjà, il y en a j'ai vu des réactions sur Internet disant « Ah, mais on dit que le Premier ministre est un banquier, comment il peut se promener avec des cash ?» Mais je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que, vous savez, quand vous quittez les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la loi, ce qu'on appelle le règlement R09 dans les jargons des banquiers, dit que vous ne pouvez pas en espèces vous déplacer normalement avec du cash. Hein? Le cash, c'est quoi? C'est ce que vous avez en espèces et également c'est ce que vous avez sous forme de carte prépayée. C'est limité à 2 millions. Bon, or quand même, un Premier ministre, un chef d'État qui se déplace, il y a des charges auxquelles il faut faire face, parce que quand vous allez, il faut payer donc voilà, les commodités. Et il y a des charges qui sont là quand vous allez là-bas aussi. Souvent, nos compatriotes qui vivent dans ces pays sont très heureux de voir que le Premier ministre est là. Ils veulent s'informer sur les informations récentes du pays. Ils veulent les discuter. C'est toujours un plaisir de les rencontrer. Et puis, bon, autour d'un bon taux, d'échanger un peu avec eux. Voilà. Un taux à 25 millions de francs CFA. Non, ce n'est pas le taux qui fait 25 millions. Okay. C'est l'ensemble de tout ça qui font que bon, le Premier ministre se déplace, il a besoin un peu de cash pour faire face à ses dépenses courantes. Mais dites-nous, Paul Kabatieba, est-il juste le premier des ministres ou un vrai chef de gouvernement? Quand on voit le président du Faso qui occupe l'espace, votre hyperactif ministre de l'administration territoriale, le président de l'Assemblée nationale qu'on présente quelquefois comme un vice-premier ministre, quel espace avez-vous pour exister entre tout ça? Avez-vous vraiment des coups de franche? Vous savez, c'est étonnant. C'est des questions que moi je ne me pose pas. Et pourtant, moi, je vous dis franchement, et pourtant le citoyen se pose cette question. Je vous avoue, honnêtement, franchement, je demande aux jeunes burkinabés de ne pas se poser ce genre de questions. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la politique qui est mise en œuvre. Quelle est la politique qui est mise en œuvre? C'est ça qui est important. Les détails, un tel est beau, un tel est vilain, un tel est... Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cap que nous suivons. Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre fin à la pauvreté? Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre fin aux inégalités? Est-ce que le cap que nous suivons est de nature à mettre notre pays sur un sentier de croissance forte, durable et inclusif? C'est ça la question. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. C'est pour ça que je suis venu. Il reste des détails, un tel fait ceci, un tel fait cela, ça ne m'intéresse pas du tout. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je crois donc que le temps qui nous était imparti pour ce premier numéro de dialogue avec le gouvernement tire à sa fin. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, ce que je veux dire, c'est que vraiment, sur ces questions, je voudrais demander aux jeunes burkinabés, de se focaliser sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de faire confiance au gouvernement, qui a été élu, qui a la légitimité. Nous avons une fenêtre historique qui nous permet de mettre fin à la pauvreté, de faire avancer notre pays. Pourquoi? Parce que la jeunesse s'est insurgée pour mettre fin au régime de Blaise Compaoré que vous connaissez. La jeunesse a résisté au coup d'État des généraux que vous connaissez. Et elle a versé le plus du sang pour cela. Je souhaiterais que notre jeunesse transforme cet élan avec plus de civisme, avec plus d'ardeur au travail, avec voilà, c'est ça qui est important. Et au lieu de s'attarder sur des anecdotes, un tel aime un tel, il n'aime pas un tel a plus de pouvoir que tel, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la politique qui est mise en œuvre. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est la bonne politique qu'il faut faire? C'est ça et moi, c'est de ça que moi je veux qu'on discute. Et chacun, à la place qui est la sienne, accomplit son rôle. Le législatif accomplit son rôle, il le fait bien.
le pouvoir exécutif accomplit son rôle, moi je le fais de mon mieux, et je pense que je le fais, en tout cas, je pense que en tout cas, je fais de ce que je peux. Et le président de Faso joue également son rôle. Maintenant, le ministre d'État également. Le quatrième pouvoir aussi, notamment les médias, jouent leur rôle. Oui, ça fait. En posant de bonnes questions. Franchement, ça fait partie. C'est un des éléments de fierté que j'ai constaté quand je suis rentré dans le pays. Et vraiment, je suis content pour ça. Monsieur le Premier ministre, je crois que ça va être le mot de la fin. Certainement, on aura d'autres occasions, en tout cas, on l'espère, de revenir sur d'autres questions. Merci encore pour votre disponibilité. Alors aussi, il Boudou, Ablaï, Tao, il ne reste plus. Donc, en tout cas, remercier donc, tous les téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long donc, de cette heure et demie. Et puis, vous donner rendez-vous à très bientôt pour un second numéro de votre émission Dialogue avec le gouvernement. Merci. Question relative... Le 7 juillet à Fadangourma à la RTB2 à partir de 15h. À Dori le 9 juillet à 12h à la RTB2. Le 10 juillet à Kaya à la direction régionale de la culture à partir de 12h. Zignari le 11 juillet à 12h à la direction régionale de la culture. Faso Academy, le tremplin des futures stars. Casting Faso Academy 2016, c'est parti. À Gawa, le 5 juillet à la RTB2 à 10h. Le 7 juillet à 15h à Banfora à la direction régionale de la culture. À Bobo Dioulasso le 8 juillet à la RTB2 à partir de 10h. Le 9 juillet à Dédougou à la RTB2.